Bonjour Louis Dupasquier. Bonjour. Vous êtes directeur du contrat de concession Escota Vinci Autoroute. Alors on ne présente plus Vinci, mais vous pouvez peut-être nous rappeler juste l'objet de la concession Vinci Autoroute et quelques chiffres concernant votre implantation sur les autoroutes, combien de stations, votre part de marché, etc. Oui, bien sûr. Alors, Vinci Autoroute, c'est le premier groupe qui exploite des concessions autoroutières en France. On a 4443 km d'autoroutes sous notre responsabilité en France, qui est à peu près la moitié du réseau autoroutier concédé. Et ce sont également 180 aires de service et 266 aires de repos qui sont dans les concessions qu'exploite Vinci Autoroute. Donc, on est un acteur majeur de la mobilité routière, qui est l'essentiel de la mobilité de nos concitoyens aujourd'hui. En quoi consiste votre mission ? Alors moi, je m'occupe plus particulièrement de la question de la décarbonation de nos usagers, c'est-à-dire comment faire en sorte que les véhicules qui vont continuer à circuler dans les années à venir et dans les décennies à venir vont se décarboner. Donc ça consiste essentiellement pour les voitures à installer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les aires de nos réseaux pour permettre la mobilité électrique longue distance, comme on le fait avec un véhicule thermique. Puis il y a aussi des réflexions autour de la décarbonation des poids lourds, qui est un autre sujet très important, puisque les poids lourds, c'est seulement 15% du trafic, mais 45% des émissions de CO2 de nos clients. Donc notre objectif, c'est vraiment de trouver des solutions pratico-pratiques pour que les voitures et les camions puissent demain rouler sur autoroute en étant décarbonés. Alors, on est dans le vif du sujet. Vous prévoyez d'avoir équipé toutes vos stations en France, je crois, de points de recharge électriques avant fin 2023. Vous êtes dans les temps, là, sur la feuille de route ? Alors oui, c'est une bonne question. Effectivement, c'est un déploiement, le déploiement de bornes de recharge. Alors peut-être juste avant de parler de ces déploiements, il faut peut-être expliquer en un mot pourquoi on le fait. C'est toujours important. Et ce qui est important, c'est de se souvenir qu'en France, la mobilité routière, c'est l'essentiel des déplacements de personnes. Selon les chiffres, il y a quasiment 90% des déplacements qui sont faits en voiture. Le vélo, la marche, les transports en commun, le fer, l'avion, c'est les 10% qui restent. Mais l'essentiel des kilomètres parcourus par les personnes pour se déplacer le sont en voiture. Et même dans les scénarios prospectifs, les différents scénarios prospectifs de l'État, de l'ADEME, etc., la route reste majoritaire, même en 2030, même en 2050. On va avoir plus recours au vélo, au covoiturage, au transport en commun, etc. Mais la route va rester l'essentiel des déplacements, de nos déplacements et de ceux de nos enfants dans les années à venir. Donc, malgré tous les efforts de report modal, l'essentiel, c'est de décarboner les voitures qui circulent. Donc, la solution, c'est évidemment le véhicule électrique. C'est la solution technologique qui s'est imposée. Et aujourd'hui, les véhicules électriques, alors jusqu'à aujourd'hui, les véhicules électriques étaient plutôt cantonnés à un usage urbain ou périurbain. Ils étaient très adaptés pour cet usage-là. Mais nous, notre objectif, c'est que pour que tous les ménages puissent avoir un véhicule électrique comme véhicule principal et aussi partir en vacances avec, il faut qu'ils puissent faire des trajets longue distance en véhicule électrique. Et compte tenu de l'autonomie des véhicules électriques, il faut qu'ils se fassent une pause, on va dire, qui se recharge pour de l'ordre de 2 heures d'autonomie pendant une pause de 20 à 30 minutes et qu'ils puissent ainsi faire des longues distances avec des pauses de 20-30 minutes toutes les 2 heures et traverser la France exactement comme avec un véhicule thermique. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on déploie ces stations de recharge électriques sur les aires de service de Vinci Autoroute. Alors effectivement, on est à peu près, on va dire, jusqu'à la fin de l'année 2023. Il y a beaucoup de stations qui sont en train d'être mises en service là entre la fin de l'année 2022 et l'été 2023. On va avoir l'essentiel des aires qui vont être équipées. Si on prend quelques chiffres à date, à fin 2022, on était à 125 aires sur 180 qui étaient équipées de points de recharge, et ça représentait à peu près 600 points de recharge. Sur ces 125 aires. Et effectivement, courant 2023, on aura la totalité des aires de service qui seront équipées avec plus de 1500 points de recharge. Donc entre 8 et 10 bornes par aire en moyenne. Et quand on parle de bornes, on parle uniquement des bornes. Alors c'est essentiellement des bornes de 150 kW et plus. Mais il y a aussi quelques bornes de 50 kW. C'est ça l'état des équipements en cours et à venir jusqu'à la fin de cette année. D'accord, donc c'est très ambitieux. Alors si je fais un petit calcul rapide, environ 600 points de charge sur 125 aires, ça fait quoi ? Ça fait entre 4 et 5 points de charge par aire, sachant qu'un point de charge en général, une borne contient
2 points de charge en moyenne, c'est ça? Alors non, pardon, oui, je parle point de charge. Quand je dis point de charge, c'est une place qui permet de se recharger. Donc les bornes, il y a des bornes qui ont un seul point de charge au sens où c'est une borne, une place, et il y a des bornes qui sont sur 2 places et qui permettent de recharger 2 véhicules en même temps. Mais on parle bien de points de recharge, c'est-à-dire de nombre de véhicules qui peuvent se recharger simultanément. Donc ça veut dire qu'il y a 600 véhicules qui peuvent se recharger simultanément sur notre réseau quand on dit 600 points de charge. D'accord. Donc, vous l'avez mentionné, au niveau des puissances, quelle est la répartition, quel est le mix? On a des bornes de quoi? 50, 22, 150? Comment c'est réparti en gros? Ouais, on a essentiellement des bornes de plus de 150 kW. C'est une exigence qu'on a posée à nos opérateurs. C'est, on va dire, le cœur du sujet. Aujourd'hui, le véhicule électrique moyen qui peut faire de la longue distance, il va pouvoir se recharger sur une borne de 150 kW. On a des bornes un peu plus puissantes aussi. Il y a évidemment le cas d'Ionity, qui est un des principaux opérateurs sur notre réseau, qui n'installe que des bornes de 350 kW, alors qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà, ça c'est des stations qui peuvent accueillir tous les véhicules d'aujourd'hui et même ceux de demain qui pourront se recharger à des puissances beaucoup plus élevées, donc beaucoup plus vite que ceux d'aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, nos exigences, c'est essentiellement quasi majoritairement des bornes de 150 kW et plus. Mais on a également une demande vis-à-vis des opérateurs qui s'implantent chez nous, d'avoir également une ou deux bornes de 50 kW et qui ont les 3 connecteurs. Donc le type 2, le combo 2 et le CHAdeMO, parce qu'on sait qu'il y a quelques véhicules électriques qui sont encore en circulation et qui utilisent du CHAdeMO. Donc voilà, ça permet d'avoir une recharge universelle pour tout le monde. Mais évidemment, l'essentiel du sujet, c'est les bornes de plus de 150 kW. C'est ça qui permet vraiment de faire un trajet longue distance en se rechargeant suffisamment vite pendant une pause. Alors, je crois que c'est une disposition du gouvernement, hein, d'imposer dans un certain délai, je ne sais plus si c'est fin 2022 ou fin 2023, le fait que toutes les stations d'autoroute aient au moins, je sais plus, 1 ou 2 points de charge, c'est ça? Est-ce que c'est vous qui êtes en prise directe avec le législateur, ou est-ce que ce sont les sociétés d'autoroute? Alors, c'est les sociétés. Effectivement, il y a une réglementation, on va dire, qui date de février 2021, qui ne parle pas de recharge électrique, mais qui parle d'énergie usuelle, et qui voilà, on va dire, acte le fait qu'il va falloir autre chose que de l'essence sur les aires de service. Alors en fait, c'est effectivement ces textes, ils imposaient d'avoir de la recharge. Alors il n'y avait pas d'obligation de niveau de puissance, etc. C'est-à-dire on aurait pu mettre des bornes 22 kW et on cochait la case, mais c'est évidemment pas l'objectif. Et c'est des textes qui ont été pris assez tard, en fait, en février 2021. Pour un équipement qui était déjà en cours. Pour vous donner une idée, nous, des stations de recharge, ça fait longtemps qu'on en installe sur nos réseaux. Alors, il y avait les toutes premières bornes de recharge, les premiers réseaux de bornes de recharge sur les autoroutes, c'était en 2014. Donc, c'était le réseau Corridor. Alors, c'était des bornes de 50 kW, il n'y en avait qu'une par aire. C'était vraiment le premier réseau, mais à l'époque, c'était quand même très novateur. Et ensuite, les opérateurs comme Ionity, c'est les premiers qui sont venus s'implanter chez nous. C'était à partir de 2018 qu'on a commencé à implanter des stations de recharge ultra rapides avec des 6-8 points de charge de plus de 150 kW. Et donc, ces déploiements, en fait, ils ont pas mis, ça fait pas 2 ans qu'on fait ça, hein, ça fait plutôt 4 ans qu'on fait ces déploiements. Et il y a eu une forte accélération depuis 2020 dans nos déploiements. Mais c'est assez long, en fait. Les déploiements de bornes sur autoroute, c'est extrêmement long. On a un cumul de contraintes techniques et réglementaires qui font que c'est particulièrement long. Donc, c'est à peu près 2 ans en général pour déployer une station de recharge sur autoroute. 2 ans. Pourquoi entre le moment où on décide de mettre des bornes en service et le moment où elles sont effectivement en service, en théorie, il se passe 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on a une première année qui est une procédure d'appel d'offres qui dure à peu près 1 an, où on sélectionne un opérateur après publicité et mise en concurrence. Cette procédure, elle se termine par un avis de l'autorité de régulation des transports et par un agrément de l'État. Et donc là, on a un opérateur, on sait qui c'est, mais ensuite, lui, il faut qu'il demande son raccordement au réseau. Et là, ça prend en général à peu près 1 an de plus, plus toutes ces procédures de permis de construire, etc., et de travaux. Et donc, du coup, une des choses qu'on a faites pour accélérer, c'est en lien avec Enedis, on a mis en parallèle la procédure de raccordement pendant la procédure d'appel d'offres. Ce qui fait que ce sont les sociétés d'autoroute qui ont demandé à Enedis de raccorder les aires sans attendre et sans savoir qui serait l'opérateur en place. Donc ça a permis de gagner beaucoup de temps, alors que sinon, c'est vrai que c'est particulièrement long. Donc tout ça pour dire que c'est une politique qu'on a menée depuis plutôt 4-5 ans et qu'on a effectivement accéléré depuis 3 ans pour arriver à ces déploiements.
Avec quel opérateur travaillez-vous parmi ceux qui sont connus? Vous avez des contrats d'exclusivité ou on va dire préférentiels avec certains opérateurs, ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tous les opérateurs qui proposent des bornes et des réseaux de recharge? Non, c'est ouvert à tout le monde. Alors il y a le cadre réglementaire, législatif et réglementaire, qui de toute façon nous oblige à faire des appels d'offres Oui. pour sélectionner les opérateurs, mais c'est quelque chose que nous on trouve assez sain. On a fait un choix en fait d'ouvrir le plus largement possible la concurrence à tous les opérateurs. On pense que c'est un gage de qualité pour les clients et de compétitivité aussi sur les tarifs de la recharge. Donc du coup, nous on a fait le choix de lancer des appels d'offres aire par aire. Donc une aire égale un appel d'offres avec un candidat unique à la fin, et ça permet en fait d'avoir une diversité d'acteurs. Je crois qu'on a 12 ou 13 opérateurs différents on aura 12 ou 13 opérateurs différents. Pour les citer de façon pratiquement exhaustive, on aura Ionity, Total Energy, Engie, Shell Recharge, Avia Picotti qui fait aussi de la recharge. On aura Electra, Fastned, Allego, Tesla, et je pense que je n'ai oublié personne. Ah oui, et Ivadea, pardon, qui est une émanation de SPI, Batignolles. Donc voilà, on a fait le choix d'avoir le maximum d'opérateurs possible, et on aura assez rarement le même opérateur sur 2 aires de suite. Donc par exemple, si vous préférez vous recharger chez un opérateur plutôt que chez un autre, vous devriez avoir en général sur le trajet le choix. Donc ça aussi, c'est un point très important pour nous pour vraiment avoir un service de qualité pour les clients et avoir le maximum d'opérateurs. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'opérateurs, de plus ou moins jeunes, ou de nombreuses entreprises plus ou moins récentes qui ont souhaité rentrer sur ce marché. Donc on a trouvé que c'était particulièrement opportun d'en avoir le plus possible et les plus diversifiés possibles. Vous avez mentionné Tesla. Alors Tesla, on sait que jusqu'à présent, historiquement, il n'était pas présent sur les aires d'autoroute, même s'il y a évidemment des exceptions. Hein, ils commencent à s'installer sur les aires d'autoroute. Et vous avez déjà travaillé avec eux sur des stations de recharge chez vous? Alors oui, tout à fait. Chez Vinci Autoroute, il y a, je crois que de mémoire, on a 3 aires sur lesquelles il y a des bornes Tesla. D'accord. Des stations de superchargeurs. Alors ce sont des stations qui historiquement, comme vous le savez, étaient réservées aux clients Tesla. Ouais. C'était pas des bornes publiques, mais sûr. Tesla est en train d'ouvrir progressivement tous ces superchargeurs. Donc ce sera également le cas chez Vinci Autoroute. Mais oui, effectivement, Tesla est un cas un peu particulier puisqu'ils ont cette politique d'ouverture progressive de leur superchargeur qui était réservé à leurs clients auparavant. Quel est l'opérateur le plus présent chez vous? Est-ce qu'il y en a un qui se distingue ou qui a le plus de bornes, on va dire, ou le plus de stations? Oui, alors c'est Ionity. C'est Ionity, d'accord. Ouais, effectivement, c'est historique, hein, c'est le premier opérateur à s'être implanté chez nous. Donc effectivement, Ionity est un des principaux opérateurs. Total et Engie doivent pas être très loin derrière en termes de nombre de stations. Mais voilà, on aura effectivement quelques gros opérateurs, mais un certain nombre d'autres plus petits en nombre d'aires, mais pas forcément en nombre de points de charge. Il y a par exemple une des aires qui sera les mieux équipées de notre réseau. Il y aura quasiment 30 points de recharge de plus de 150 kW sur une aire de l'A7, et c'est un opérateur qui est plutôt un nouvel entrant, on va dire. Donc voilà, c'est pas forcément. Il y a le nombre d'aires, mais il y a aussi le nombre de bornes de recharge qu'on pourra trouver sur les aires qui est un critère important. Est-ce que vous êtes présent sur, là on parle de la France, mais sur d'autres réseaux autoroutiers en Europe, et est-ce que vous avez déjà le même type de politique, et est-ce que c'est comparable en termes de vélocité de développement? Alors nous, Vinci Autoroute, on exploite uniquement des autoroutes en France. D'accord. Donc je peux malheureusement pas trop vous parler de ce qui se passe à l'étranger en termes de réseau autoroutier. Enfin pas en tant que Vinci Autoroute qui exploiterait d'autres autoroutes. Par contre, évidemment, on regarde très attentivement ce qui se passe à l'étranger, et je trouve qu'il y a un cas qui est assez intéressant et qui illustre l'importance de la marche qui va nous rester à faire en France, et que un pays comme l'Allemagne a beaucoup mieux compris. L'Allemagne, c'est un pays qui a lancé un appel d'offres pour équiper 1000 stations de recharge ultra rapides. Et ils ont mis 2 milliards de subventions pour équiper ces 1000 stations de recharge ultra rapides. Là où en France, on a choisi d'équiper nos 365 aires de service des autoroutes concédées avec une subvention de l'État de 100 millions d'euros pour les opérateurs. Je trouve que ça donne un ratio intéressant sur le niveau d'ambition comparé. Alors bon, une fois qu'on a dit ça, c'est la comparaison n'est pas raison, et il faut s'y intéresser un peu plus en détail. On peut regarder du coup ce qui se passe à notre échelle. Donc là, on a fait un premier équipement qui a été
il faut le dire, extrêmement efficace. On a très très bien travaillé avec Enedis qui nous a beaucoup aidé à raccorder vite et bien les aires. On a très bien travaillé avec l'ensemble des opérateurs, les nouveaux, les opérateurs historiques, les pétroliers également, pour que cet équipement soit très rapide. Mais on va arriver en 2023 donc sur le réseau de Vinci Autoroute avec un niveau d'équipement qui est de l'ordre d'une dizaine de bornes par aire environ. Et en fait, on a fait les calculs de combien, alors qu'aujourd'hui, on doit avoir 2% des véhicules électriques, enfin des véhicules en circulation qui sont électriques. 700 000 voitures à peu près. Voilà, donc on a essayé de faire le calcul de qu'est-ce qui se passe quand en 2030, en 2035. Alors les constructeurs automobiles ils disent qu'en 2035 ils auront quasiment la moitié du parc de véhicules en France qui sera électrique. Et donc de combien on a besoin de bornes en 2030 ou en 2035 pour répondre à la demande lors des grands départs. Donc on a fait des études à l'échelle de nos réseaux, mais il y a également une étude qui a été faite par Enedis et RTE qu'ils ont publiée à l'été 2021 à l'échelle de toute la France. Et donc Enedis et RTE ils ont trouvé qu'en moyenne sur toutes les aires de service en France, il faudrait en 2035 entre 20 et 60 bornes par aire de service. Donc ça fait entre 4 et 12 mégawatts de raccordement. Et si on regarde ce qui se passe au niveau de notre périmètre Vinci Autoroute, on a un équipement qui sera de l'ordre plutôt d'une soixantaine de bornes de recharge en moyenne, entre 60 et 70 bornes de recharge en moyenne. Donc un équipement très conséquent pour répondre à la demande des ménages et des gens qui se déplaceront en véhicule électrique en 2035. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans une dizaine d'années, il va falloir multiplier par à peu près 6, entre 6 et 8 le nombre de bornes qu'on a par aire par rapport à ce que nous aurons en 2023. Donc c'est un investissement qui est très conséquent, qui s'anticipe, notamment sur les raccordements, parce que les raccordements sont longs, et donc il faut absolument assez rapidement déployer une nouvelle vague, puisque bon, évidemment, x10 c'est en 2035, mais qu'est-ce qui se passe en 2024-2025 ? Nos modèles, ils ont tendance à nous montrer que sur les grands axes, où il y a un très fort trafic estival, parce que c'est ça qui compte, c'est les jours des grands départs pour les vacances, eh bien on a des aires qui pourraient être saturées à partir de 2024-2025, donc il faut très rapidement lancer une deuxième vague de déploiement, sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus de subventions pour les opérateurs, parce que le dispositif France Relance il n'existe plus, enfin, il a été entièrement consommé, et donc il y a un besoin urgent de faire une deuxième vague de déploiement pour éviter qu'une aire soit saturée et que les gens ne puissent pas se recharger sur les routes. Alors, ça pose pas des problèmes de foncier, ça, de devoir vous développer comme ça ? Alors oui, c'est une bonne question. La question c'est, et si on installe des bornes de recharge sur les aires en nombre aussi grand, est-ce qu'il reste de la place pour les véhicules thermiques ? Voilà, c'est un peu ça la question. Alors, il y a une première condition qui est totalement essentielle pour que la mobilité électrique longue distance, ça fonctionne, c'est qu'il faut que ce soit à peu près compatible avec les temps d'arrêt moyen qu'on constate aujourd'hui en véhicule thermique. Si on s'arrêtait 10 minutes sur une aire et qu'il faut s'arrêter 30 minutes, ça va poser un vrai problème parce que en gros, il y aura 3 fois plus de monde sur les aires et là, on a un vrai problème de foncier. Or, on a mesuré sur un certain nombre d'aires les temps d'attente, enfin les temps qu'on passe réellement sur une aire de service quand on fait un grand voyage. Eh ben, on voit que la majorité des usagers, ils s'arrêtent entre 20 et 30 minutes en moyenne. Donc, on a cette moyenne qui est plutôt rassurante. Ça, c'est un premier point qui est important. Il y a une deuxième condition qui est importante, c'est est-ce qu'on fait tous des arrêts toutes les 2 heures ? Ou est-ce que c'est pas toutes les 4 heures ou toutes les 5 heures ? Alors non, on a observé que notamment pendant les grands départs, on avait plutôt un comportement moyen qui était vraiment ce comportement de une pause toutes les 2 heures qui dure à peu près 20 à 30 minutes. Alors ça paraît long, mais en fait c'est parce qu'on se rend pas compte que le temps de se garer, de sortir de la voiture, d'aller prendre un café, de fumer une cigarette, etc. Enfin, ça prend du temps, que les enfants jouent, etc. On mange un petit truc et on repart. Et donc en fait le temps vraiment mesuré objectivement, il est à peu près celui-là, même si en temps ressenti il est probablement plus faible. Ouais. Donc ça surprend toujours quand on dit ça. Mais ça c'est une condition essentielle, c'est parce que ça veut dire qu'il y aura peut-être un peu plus de monde sur les aires à cause de la mobilité électrique, mais ça va pas non plus être x2 ou x3. Donc ça c'est une première condition essentielle. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on a vu en 2035, c'est qu'on aura, avec la moitié du parc de voitures converties, on a à peu près une place sur 2 qui doit être équipée d'une borne de recharge. Donc ça fonctionne à peu près en termes de foncier, on va dire. À une petite nuance près quand même, c'est que déjà c'est une moyenne, donc il y a des aires où il n'y aura pas assez de place. Et puis aussi, les places avec des bornes de recharge, elles sont un peu plus grandes que les places sans borne de recharge. Donc du coup, ça fait quand même un foncier plus important. Donc il va falloir réaménager toutes les aires malgré tout, et parce qu'en plus on circule pas tout à fait sur une aire de la même façon. Quand on s'arrête aujourd'hui, on s'arrête sur n'importe quelle place. S'il faut trouver une place avec une borne disponible, eh ben, il faut pouvoir tourner sur l'aire, imaginer des schémas de circulation un peu différents. Donc il y a un vrai travail dans les 10 ans qui viennent de reconfiguration complète des aires de service. Il faut un peu réinventer ou repenser les aires de service.
Est-ce que Fastned n'est pas un petit peu en avance là-dessus avec ses stations traversantes ? Alors les stations traversantes de Fastned, elles prennent beaucoup plus de place que les places en bataille, hein, ça c'est assez logique. Mais effectivement, Fastned ils ont cette idée que on va avoir besoin de moins en moins de temps pour s'arrêter, pour se recharger, parce que les voitures vont accepter des puissances de recharge de plus en plus élevées. Alors nous, c'est un pari qui nous paraît un peu osé, donc aujourd'hui on n'a pas fait de stations traversantes chez Vinci Autoroute. On se gare parce que en fait, quand on discute avec les constructeurs automobiles, eh bien on se rend compte que les véhicules qui vont vendre jusqu'en 2030-2035 et qui vont circuler, c'est pas des véhicules qui se rechargent tous à 300 kW ou à 200 kW. C'est plutôt des véhicules qui en moyenne vont se recharger autour de 100-150 kW. Les puissances de charge vont augmenter, donc les temps d'arrêt vont un peu diminuer, mais ils vont pas non plus passer de 30 à 10 minutes en quelques années. Donc du coup, on est un peu plus prudent. Par contre, ce qui se passera après 2035, ça c'est plus compliqué à dire. On peut avoir encore plein de ruptures technologiques et d'innovations sur les batteries et leur vitesse de recharge. Donc on va dire que pour la décennie qui vient, on est plutôt dans une optique où on se dit que les temps de recharge seront ceux-là, baisseront un peu, mais seront pas divisés par deux, et que ensuite, l'avenir étant incertain, on va déjà s'occuper des 10 prochaines années qui sont l'essentiel pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de CO2, et ensuite ce sera une autre histoire. Oui, d'ailleurs, concernant les temps de recharge, moi j'ai l'impression qu'on constate que pour le moment, ça stagne un peu. Alors en fait, il y a trois exceptions en gros. Il y a Tesla qui a réussi à faire des voitures qui chargent assez vite avec des batteries de 400 volts. Et puis après, il y a la doublette Kia et Hyundai qui proposent des voitures avec des batteries de 800 volts qui chargent beaucoup plus vite. Et puis la doublette Porsche Audi qui fait la même chose. En dehors de ces 5 cas de figure, les temps de charge ne sont pas époustouflants, quels que soient les modèles. Donc effectivement, comme vous le dites, il va falloir faire avec encore pendant un petit moment, en espérant qu'une rupture technologique vienne permettre d'accélérer tout ça. Je voulais parler du public. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour accélérer le passage à l'électrique ? Est-ce qu'une entreprise comme Vinci peut avoir un rôle à jouer en termes de formation, d'éducation, d'acculturation, etc. Alors oui, effectivement, c'est très important parce que c'est quand même une grande nouveauté. Aujourd'hui, tout le monde sait raisonner combien consomme ma voiture en litres au 100. Je sais combien ça coûte en euros du litre le carburant. Enfin, ça, c'est devenu une connaissance commune. Mais le grand public ne sait pas forcément ce que c'est qu'un kilowattheure. Quelle est la taille de ma batterie ? C'est quoi la différence entre la puissance en kilowatts et l'énergie en kilowattheure qu'il y a dans la batterie ? Combien je peux faire avec cette taille de batterie et combien de kilowattheures je consomme ? Et en euros du kilowattheure, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, c'est des données qui aujourd'hui sont totalement méconnues du grand public, à part d'un public averti qui travaille sur la mobilité électrique ou qui travaille dans le génie électrique, on va dire. Donc ça, il y a un vrai travail d'acculturation. Alors chacun va y contribuer à son échelle. En ce qui nous concerne, nous on pense que déjà un facteur assez marquant, c'est le simple fait que les usagers de l'autoroute voient, même en véhicule thermique, voient des belles stations de recharge avec des points de charge, des voitures électriques. Puis ça attire l'œil puisqu'on installe des stations aujourd'hui avec des auvents par-dessus, un peu comme sur le carburant, avec les logos des marques, des opérateurs de bornes. Donc du coup, rien que ça va permettre de faire réaliser aux gens que oui, en fait, ça fonctionne. Disons qu'il y a des gens qui sont sur l'autoroute pour partir en vacances avec des voitures électriques. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on pense qu'il y a un volet de service, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faciliter le parcours client d'un usager. Les pionniers de la mobilité électrique connaissent la galère et l'angoisse de la panne électrique parce qu'il n'y a pas de borne, etc. Et puis ensuite, c'est compliqué, il y a des cartes, est-ce que je flash un QR code, est-ce que je vais pouvoir payer sur la borne, etc. Donc le parcours client est compliqué, et c'est vrai que nous, au-delà de l'infrastructure de recharge qu'on va offrir avec des opérateurs de recharge sur les aires, on a aussi essayé de repenser le parcours client pour le simplifier, le rendre sans couture, comme on dit. Et donc, voilà, ça passe à la fois par justement ces auvents au-dessus des bornes. Ça passe aussi par le fait qu'on puisse payer en carte bleue directement sur les bornes. Ça, c'est les deux demandes quand on fait des sondages auprès des usagers. Les deux choses qu'ils demandent, c'est... Vous avez la possibilité de faire un peu pression ou d'être en tout cas très incitatif ou persuasif vis-à-vis des opérateurs pour leur dire, les inciter à standardiser les moyens de paiement et pourquoi pas même aller plus loin et faire du plug and charge ? Alors, sur les moyens de paiement, oui, nous, on a rendu obligatoire dans nos cahiers des charges d'appel d'offres le auvent
et le paiement en carte bleue. Alors il y a un certain nombre de stations qui n'auront pas de haut vent parce qu'elles ont été construites un peu avant, mais pour les stations les plus nouvelles et les plus récentes, il y aura des hauts vents. Et la carte bleue aussi, ça c'est quelque chose qu'on demande quasi systématiquement dans nos cahiers des charges. Pour vraiment, c'est les deux demandes essentielles des usagers aujourd'hui. Donc ça, on le fait effectivement. Sur le plug and charge, c'est un peu plus compliqué parce que aujourd'hui la norme n'était pas encore totalement finalisée. Les discussions de normalisation entre la communication des véhicules et des bornes n'étaient pas finalisées. Donc c'est difficile d'imposer à des opérateurs de le faire alors que ça n'existe pas encore de façon industrielle. Pour autant, évidemment, c'est un sujet essentiel sur lequel on fera une saine pression sur nos opérateurs pour qu'ils y aient recours. Après, il y a quelques innovations. Il y a des entreprises comme Electra ou Fastnet qui font du quasi plug and charge. Si on enregistre le véhicule dans l'application, etc., on peut faire un équivalent de plug and charge. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on regarde de près. Et puis, il y a un dernier volet dans le parcours client. Alors ça, c'est avec notre application Ulysse. Et notre offre Ulysse, on a une offre de télépéage. Historiquement, Ulysse, c'est une marque de télépéage avec une application qui donne plein d'informations sur le télépéage, les trajets longue distance, etc. Pour nous, on a en plus offert depuis bientôt 1 an maintenant une offre de recharge pour payer la recharge sur le même abonnement que le télépéage et avec des fonctionnalités mobilité électrique dans cette application Ulysse. Par exemple, on peut regarder quelles sont les bornes autour de moi, les filtrer par puissance. Si je fais un itinéraire, quelles sont les aires équipées, où est-ce qu'il y a des bornes sur mon trajet. Donc ce type de choses, ça permet aussi d'essayer d'offrir un parcours client simplifié et unique pour la mobilité longue distance, mais pas que, avec Ulysse électrique. Donc c'est une des pistes par lesquelles on contribue à ces sujets-là. À propos du savoir-vivre, vous avez mené une expérience cet été que je trouve particulièrement intéressante, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé. C'est les gilets bleus, des voituriers qui assistaient les voyageurs dans leur recharge. C'est ça consistait en quoi exactement ? Tout à fait. Alors c'est une opération qu'on a menée en partenariat avec Ionity. Sur les aires qu'on sait les plus chargées. Alors l'été 2022 était un été un peu chaud parce qu'on n'avait pas encore fini nos déploiements de bornes, donc il y avait encore beaucoup d'aires qui n'étaient pas équipées, mais il y avait un maillage suffisant pour faire de la longue distance. Mais on savait qu'il y avait sur certaines aires un nombre d'usagers les samedis et dimanches de juillet et d'août qui allait être très important. Donc effectivement, avec Ionity, on a fait cette opération gilet bleu. Le principe est assez simple, c'était qu'on ait une personne qui soit présente physiquement sur ces jours très chargés, notamment pour gérer l'attente. Il y avait quelques places qui étaient banalisées. Si les places pour les voitures électriques sont utilisées, qu'il y ait un espace d'attente pour les voitures qui attendent, gérer un peu les files d'attente si jamais il y en avait, mais aussi pouvoir aider les usagers si jamais il y en avait un qui avait du mal à utiliser la borne, à se brancher, etc. C'est une forme de premier service. Et puis il y avait aussi la possibilité de vous dire allez-y, allez prendre un café, on vous envoie un SMS quand la charge est terminée, par exemple. Voilà, donc c'était un volet un peu d'accompagnement, on va dire, sur les jours de grand départ. C'est quelque chose qu'on fait de manière un peu plus globale, comme vous l'avez peut-être remarqué, mais si vous partez en vacances sur les réseaux autoroutiers de Vinci, autoroute l'été, généralement le vendredi et le samedi, il y a des animations sur les aires. Donc voilà, celle-là, on était une un peu dédiée à la mobilité électrique. Donc c'est effectivement une expérience sur laquelle on a eu un très bon retour. On a reproduit du coup ça aux vacances de la Toussaint, et c'est probablement quelque chose qu'on reproduira de façon un peu générale dans les prochaines années pour accompagner la mobilité électrique pendant les grands départs. Alors en un mot rapidement, quid de la décarbonation des transports collectifs et des transports de marchandises sur les autoroutes ? Alors oui, c'est un point important. Rapidement. On va être très rapidement, effectivement, parce que c'est un vaste sujet dont on pourrait parler. Alors le sujet essentiel, c'est la décarbonation des poids lourds. Je crois que je l'ai dit un peu plus tôt, mais 15% du trafic, mais 45% des émissions. Et aujourd'hui, il y a encore des interrogations technologiques, on va dire, sur quelle est la bonne solution pour le poids lourd décarboné. Alors il y a un choix qui a été fait très clairement, à la fois par l'Europe et en conséquence par les constructeurs de poids lourds, c'est le poids lourd électrique à batterie. Donc pour la courte et la moyenne distance, pour des poids lourds qui vont se recharger au dépôt et qui vont faire des faibles kilométrages, ça va fonctionner assez rapidement et c'est presque déjà mature et c'est presque déjà rentable, y compris pour les transporteurs. L'enjeu, c'est la longue distance. Parce que quand on a des poids lourds qui traversent l'Europe, ils vont devoir s'arrêter. Et donc le pari technologique, c'est de recharger ces poids lourds sur des très très grosses bornes qui vont faire au moins 700 kW pour recharger des très très grosses batteries qui permettent aux transporteurs d'avoir 4h30 d'autonomie et de traverser comme ça l'Europe. Alors c'est un énorme défi technologique parce que ça fait des très grosses batteries et ça fait des très grosses bornes et des très gros raccordements, donc beaucoup de travaux à faire. Il y a une autre solution à laquelle nous on croit beaucoup parce qu'elle est beaucoup plus vertueuse au plan environnemental, c'est la recharge dynamique.
C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir soit des caténaires avec un pantographe comme un train au-dessus des voies. Alors ça, c'est une solution qu'on aime un peu moins en tant qu'autoroutier, c'est plus compliqué. Mais il y a aussi des solutions d'induction où on peut mettre des bobines inductives sous la chaussée et des récepteurs sous les poids lourds, et les poids lourds s'alimentent en roulant. Puis il y a aussi des solutions de rail où on a un patin au sol qui permet d'alimenter les poids lourds. Et en un mot, le gros intérêt de ça, c'est qu'on peut avoir un poids lourd qui, avec une toute petite batterie, peut traverser l'Europe si on équipe de grandes sections. Et en plus, ça a l'intérêt de pouvoir aussi être compatible avec les véhicules légers pour la solution induction et rail. Et donc, on peut très bien imaginer demain qu'on roule avec une Zoé qui a une minuscule batterie et qu'on roule sans s'arrêter. Donc ça, c'est des solutions qu'on étudie aussi avec attention. Ouais, ça, c'est le rêve, bien sûr. Et alors, pour conclure sur ce sujet, vous avez un service R&D chez vous qui travaille, qui bûche sur ces sujets-là? Alors oui, tout à fait. On a, au sein du groupe Vinci, on a une plateforme d'innovation qui s'appelle Léonard, et dans laquelle on travaille sur un certain nombre de projets d'innovation. Et donc, on a des entités du groupe Vinci, dont Vinci Autoroute, qui s'intéressent à ces questions de recharge dynamique. On a participé avec un certain nombre de partenaires à des expérimentations en Suède, par exemple, où il y a déjà, ça paraît très futuriste, mais ça existe en vrai. En Suède, par exemple, il y a une route à induction sur une route ouverte avec un bus, un poids lourd, une voiture qui roule en vrai sur une vraie route, et ça fonctionne. En Allemagne aussi. Également, on a des expérimentations auxquelles on participe en Allemagne. Et alors, il y a une expérimentation à laquelle on ne participe pas, qui est faite par Stellantis en Italie, où il y a également des véhicules. Et donc, notre objectif, c'est effectivement de pouvoir tester aussi ces solutions sur autoroute. Ça n'a pas encore été fait aujourd'hui. C'est que en tout cas pour l'induction et le rail, ce ne sont que des solutions sur des routes qui ne sont pas des autoroutes. Et il faudra évidemment tester ça également sur autoroute, et on s'y attelle. Du coup, vous collaborez avec les constructeurs automobiles en direct aussi? Vous avez des contacts avec eux? Oui, évidemment. Alors pour les voitures, de façon très intensive, parce que on a besoin de connaître les caractéristiques des véhicules électriques d'aujourd'hui et de demain pour adapter nos infrastructures, nos appels d'offres, et demander aux opérateurs d'installer des stations qui correspondent à l'usage. C'est typiquement les questions de pénétration du véhicule électrique, leurs prévisions de vente, mais aussi les caractéristiques des véhicules. Quelle part des véhicules sera en 800 volts et se rechargera plus vite? Quelle part des véhicules restera en 400 volts, et quelles sont les puissances de recharge acceptées? Ça, c'est des paramètres qui sont très importants. Donc effectivement, on a des échanges très nourris avec les constructeurs. Une dernière question, on va dire. C'est une question que je me pose à titre personnel depuis un petit moment. On sait que 90% des recharges, en fait, aujourd'hui, s'effectuent à domicile ou sur le lieu de travail. Oui. Parce que ça concerne justement des déplacements qui sont plutôt des déplacements assez courts, périurbains, urbains, etc. Et puis le reste se fait effectivement sur les grands axes. Donc vous vous adressez, on va dire, c'est les 10% restants, en gros, à la louche. On sait que les électromobilistes aujourd'hui, moi j'en ai fait l'expérience à titre personnel, et je le vois dans mon entourage. On est déjà quelques-uns à rouler en voiture électrique depuis quelques années, et on constate une chose, c'est qu'on prend de moins en moins l'autoroute, en fait, et même pour des grandes distances. C'est-à-dire qu'on préfère musarder un peu, redécouvrir un peu les nationales, les départementales, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'économiser un petit peu de batterie, c'est-à-dire que quand on roule sur des routes limitées à 80, à 90, on n'est pas tenté d'aller plus vite, et du coup, de facto, on consomme beaucoup moins, et on a du coup une autonomie qui se rapproche très favorablement du cycle WLTP, voire mieux. Et du coup, je me dis, tous ces gens-là qui vont rouler en électrique, est-ce qu'à un moment, ils vont pas tous abandonner l'autoroute? Alors c'est une très bonne question. Une fois que vous aurez installé toutes vos bornes, il n'y aura plus personne. Alors on le souhaite pas aux opérateurs, non, mais c'est une bonne question. En fait, on va dire que historiquement en France, on a construit des autoroutes. Pourquoi? Parce que ça permet d'aller plus vite, et aussi parce que surtout c'est plus sûr. Il y a beaucoup plus d'accidentologie sur le réseau secondaire, sur les départementales, etc., que sur autoroute. Donc c'est vrai que, indépendamment des questions de business et d'activité économique, le choix en Europe d'ailleurs, de faire, ou dans le monde, de faire des autoroutes, c'est des routes plus sûres pour se faire des déplacements longue distance. Donc effectivement, c'est une vraie question. Après, la question que vous posez, c'est un peu la question de la vitesse finalement. Est-ce qu'il vaut pas mieux aller un peu moins vite en dehors de l'autoroute que plus vite sur l'autoroute? On imagine assez bien, d'ailleurs c'est ce qu'on constate aujourd'hui, on roule jamais en continu à 130 sur autoroute, même en véhicule thermique, et notamment les jours de grand départ.
Donc, on a le sentiment qu'il y aura probablement une décroissance de la mobilité d'une manière générale, en tout cas routière. C'est les paris qui sont faits par la transition énergétique. Il faut qu'on se déplace moins en voiture, notamment pour les déplacements courts. Après, pour les déplacements longs, il y a pas grand doute que c'est la voiture qui restera le modèle essentiel. Et en fait, après, la question, c'est est-ce que les usagers de véhicules électriques vont moins prendre l'autoroute? Aujourd'hui, on le constate pas. On va dire. Et après, je pense que la qualité de service qui sera sur les aires de service avec les stations de recharge, c'est un facteur assez clé. Je pense qu'une fois que les gens peut-être aussi qu'on a tous connu les difficultés de se recharger sur autoroute par le passé parce que c'était encore tout nouveau. Et maintenant qu'on aura des stations bien équipées et qui devront continuer à être bien équipées, ce sera probablement un facteur d'attractivité de l'autoroute, même par rapport aux petites routes de campagne, même si elles ont évidemment leur charme. Très bien, Louis Dupasquier, je vous remercie. Je vais quand même vous poser une dernière question que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en véhicule électrique ? C'est une très bonne question. Alors, moi, j'habite en région parisienne, donc je me déplace peu en voiture pour mes déplacements du quotidien. Et alors, quand il m'arrive chez Vinci Autoroute, on a mis en place un système d'autopartage électrique où on a pas mal de véhicules électriques sur nos centres d'exploitation qui sont en libre service, on va dire. Et donc, quand je vais me déplacer quelque part, généralement, j'y vais en train et je peux utiliser une des voitures électriques qui est à disposition sur le réseau Vinci Autoroute. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis on a une politique par ailleurs d'électrification de nos flottes de voitures de service et aussi des voitures de fonction des cadres. Donc c'est work in progress, on va dire, mais moi j'avoue que je parcours assez peu de kilomètres par an en voiture, étant essentiellement basé en région parisienne. Très bien, merci Louis Dupasquier. Je rappelle que vous êtes directeur du contrat de concession Escota Vinci Autoroute. Voilà, ce podcast est terminé. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.